Le cimetière était presque vide ce matin-là. L'air froid semblait suspendu, figé entre les pierres tombales grises et le vent léger qui faisait danser les feuilles mortes. Au loin, un vieil homme avançait lentement, appuyé sur sa canne. Son visage, marqué par les années et par une douleur plus ancienne encore, paraissait lourd de souvenirs. C'était William Bill Harper, ancien sergent de l'armée américaine, vétéran d'Afghanistan. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Devant une tombe fraîchement fleurie, il s'arrêta. Sur la pierre était gravé le nom de son meilleur ami et frère d'armes, Michael Turner. Bill laissa sa main glisser sur la gravure froide, ses yeux humides trahissant un océan de regrets. « Tu me manques, mon frère », murmura-t-il, la voix brisée. Pendant une minute, le monde sembla se figer autour de lui. C'était devenu son rituel, venir ici chaque semaine, chercher un peu de réconfort dans un silence qui ne répondait jamais. Mais ce matin-là, quelque chose changea. À l'autre bout du cimetière, une silhouette surgit. Ce n'était pas un visiteur ni un fossoyeur, c'était un berger allemand au pelage noir et feu, le regard perçant, mais avec une fatigue évidente dans ses yeux. L'animal s'approcha prudemment, boitant légèrement, son souffle irrégulier trahissant une blessure passée. Bill se raidit d'abord, surpris. Puis il reconnut cette allure, cette discipline dans la démarche. Ce chien n'était pas un simple errant. C'était un ancien chien de travail, un combattant, un survivant. Il portait encore au cou un collier militaire usé, où l'on distinguait à peine le nom gravé, Ranger. Leurs regards se croisèrent, et dans ce bref instant, quelque chose d'indescriptible passa entre eux. Bill vit dans les yeux du chien une douleur qu'il connaissait trop bien. La perte, la peur, l'injustice. Ranger, lui, sembla reconnaître en Bill un homme qui, malgré ses cicatrices visibles et invisibles, comprenait ce que signifiait continuer à avancer quand tout semblait perdu. L'ancien sergent posa un genou à terre, ignorant la douleur qui lui traversa la jambe amputée et l'équilibre fragile de sa prothèse. Il tendit lentement sa main. Ranger hésita, grogna faiblement, mais finit par approcher son museau et sentit l'odeur de cet inconnu qui ne l'était pas tant. C'était comme si, dans ce cimetière rempli de morts, deux âmes brisées venaient de se trouver vivantes, liées par une blessure commune. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Les jours suivants, Bill ne put s'empêcher de penser à ce chien. Il apprit par la suite que Ranger avait appartenu à l'unité K9 de la police locale, mais que, après une opération qui avait mal tourné, il avait été jugé instable et trop dangereux pour continuer à servir. On avait même décidé qu'il devait être euthanasié, une sentence sans appel. Mais un jeune policier compatissant l'avait discrètement relâché, incapable de supporter l'idée de mettre fin à la vie d'un animal qui avait tant donné. Depuis, Ranger errait, traqué par la peur, rejeté par les uns, ignoré par les autres. Un soldat abandonné comme tant d'anciens combattants que Bill connaissait. Bill voyait en lui une image de sa propre vie. Lui aussi avait été brisé. Il se souvenait des nuits interminables, des crises d'angoisse, de l'alcool qu'il avait utilisé pour étouffer la douleur et du regard blessé de sa fille Sarah qui lui reprochait d'avoir toujours choisi la guerre plutôt qu'elle. Sa femme était partie depuis longtemps, lassée de vivre avec un fantôme. Il n'avait plus que ses souvenirs, ses cicatrices et la tombe de son ami. Mais ce chien éveillait en lui une étincelle qu'il croyait éteinte. Peut-être parce que Ranger lui rappelait que même un soldat rejeté pouvait encore se relever. La première fois qu'il ramena Ranger chez lui, ce fut un chaos contrôlé. L'animal grognait à chaque bruit, sursautait au moindre mouvement brusque. Ses yeux passaient sans cesse de la porte à la fenêtre, comme s'il attendait une menace invisible. Bill connaissait bien ce comportement. Hypervigilance, syndrome post-traumatique, exactement comme lui. Alors il fit ce qu'il aurait voulu que quelqu'un fasse pour lui. Il resta calme, parla doucement, évita tout geste brusque. Il laissa Ranger avoir son espace, sans jamais le forcer. Petit à petit, une confiance fragile commença à se construire. Mais le monde extérieur n'allait pas leur laisser la paix. Lorsque les voisins apprirent que Bill avait recueilli ce chien dangereux, la rumeur enfla rapidement. On parlait d'un animal instable, d'un monstre capable d'attaquer n'importe qui. Les regards suspicieux se multipliaient, les murmures aussi. Puis un jour, la situation explosa.
Ranger, effrayé par un bruit soudain, bondit en avant et renversa accidentellement un adolescent qui passait devant la maison. Personne ne fut blessé, mais la scène fut suffisante pour déclencher une vague de peur dans le quartier. Rapidement, une plainte fut déposée. On convoqua Bill au tribunal, accusé d'héberger un chien dangereux qui représentait une menace publique. Et face à lui, dans la salle d'audience, se dressait un adversaire redoutable, le docteur Charles Whitmore, vétérinaire renommé de la région, figure respectée mais aussi inflexible, connu pour ses positions strictes. Whitmore affirma que Ranger n'était pas seulement instable mais irrécupérable. Selon lui, l'animal devait être euthanasié sans délai. La salle sembla lui donner raison. Les murmures approbateurs, les regards accusateurs, tout pointait vers une condamnation certaine. Bill se leva pourtant, droit malgré sa jambe artificielle, et prit la parole. Sa voix tremblait, mais pas de peur. C'était l'émotion brute d'un homme qui savait ce que signifiait être condamné injustement. Il parle de son passé, de ses cicatrices, de ses nuits sans sommeil. Il parla de ce chien qui, comme lui, avait tout perdu mais méritait une seconde chance. Il raconta comment Ranger l'avait forcé à sortir de son isolement, comment il lui avait redonné une raison de se lever chaque matin. Puis il conclut simplement « Si vous le condamnez, alors vous me condamnez moi aussi, parce que nous sommes la même âme dans deux corps différents. » Le silence qui suivit fut lourd. Certains baissèrent les yeux, d'autres semblèrent ébranlés. Mais Whitmore n'était pas homme à céder à l'émotion. Avec des mots froids et cliniques, il rappela les statistiques, les incidents passés, les dangers potentiels. La balance semblait pencher de nouveau contre Bill. C'est alors qu'une femme prit la parole au fond de la salle. C'était la docteure Emily Carter, vétérinaire spécialisée en comportement animal. Elle expliqua calmement que le traumatisme ne rendait pas un chien irrécupérable, pas plus que le syndrome post-traumatique ne rendait un vétéran dangereux pour toujours. Elle affirma qu'avec patience, thérapie et amour, Ranger pouvait non seulement être sauvé, mais aussi devenir un exemple pour d'autres. Les paroles de la docteure Emily Carter résonnèrent dans la salle d'audience comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis le début du procès, l'idée que Ranger ne soit pas un monstre mais une victime trouva un écho. Bill la regarda, surpris, presque reconnaissant. Il ne la connaissait pas mais ses mots étaient exactement ceux qu'il n'aurait jamais su prononcer avec autant de justesse. Emily expliqua que le traumatisme n'était pas une condamnation définitive, mais une blessure qui pouvait cicatriser. Elle rappela que les chiens, comme les humains, réagissaient différemment selon l'environnement, et que la peur ne devait jamais être confondue avec la violence. La comparaison fit mouche. Plusieurs jurés se redressèrent, visiblement troublés par l'idée qu'on puisse exécuter un animal simplement parce qu'il portait des cicatrices invisibles. Le juge, un homme sévère nommé Maître Douglas, observa la salle avec gravité. Il demanda alors que l'on apporte davantage de preuves avant de rendre un verdict. Les débats reprirent, houleux, tendus, chacun campant sur sa position. Bill resta silencieux, serrant les poings, comme s'il luttait pour contenir la rage qui montait en lui. Mais au fond de ses yeux, il y avait aussi une étincelle, celle de l'espoir. Le jour du jugement arriva enfin. Dans une salle remplie à craquer, chacun retenait son souffle. Lorsque le juge prononça les mots « non coupable de dangerosité publique », un murmure parcourut la salle. Ranger était sauvé. Mais le soulagement fut de courte durée. Le juge ajouta que, compte tenu de son passé, l'animal devait être placé sous surveillance stricte et bénéficier d'un suivi comportemental obligatoire. Ce ne serait pas facile, mais c'était une chance, une vraie seconde chance. Bill sortit du tribunal soutenu par Emily qui lui adressa un sourire rassurant. Mais lorsqu'il leva les yeux vers la foule massée à l'extérieur, il comprit que leur combat ne faisait que commencer. Les visages fermés, les murmures acerbes, les journalistes assoiffés de scandales, tous attendaient le moindre faux pas pour condamner de nouveau Ranger. C'était une victoire fragile, mais une victoire tout de même. Les semaines suivantes furent un mélange de progrès et de défis. Bill et Emily travaillèrent ensemble pour rééduquer Ranger. Les premiers jours furent des chaotiques. Le chien aboyait à la moindre visite, se crispait au son d'un moteur, se réveillait en sursaut chaque nuit, comme s'il revivait des scènes de guerre. Mais petit à petit, grâce à la patience d'Emily et à la présence constante de Bill, Ranger commença à changer. Il accepta le contact, retrouva confiance, et même, parfois, laissa échapper un aboiement joyeux lorsqu'il jouait dans le jardin. C'était une renaissance fragile, mais réelle. Cependant, une ombre persistait. Le docteur Whitmore, humilié par le verdict, n'avait pas dit son dernier mot.
Convaincu que l'animal représentait toujours une menace, il multiplia les apparitions médiatiques dépeignant Ranger comme un danger public et Bill comme un vieil homme inconscient. Les médias locaux s'enflammèrent, divisant l'opinion. Certains voyaient en Bill un héros qui avait sauvé un vétéran canin de l'injustice. D'autres le considéraient comme un égoïste qui mettait tout le quartier en danger pour apaiser ses propres blessures. Cette tension monta au point que Bill reçut des menaces anonymes glissées dans sa boîte aux lettres. Ce chien finira par tuer quelqu'un, pouvait-on lire, écrit à la hâte sur un papier froissé. Un soir, alors que Bill rentrait chez lui après une séance de thérapie avec Emily, il trouva sa fille Sarah assise sur les marches de sa maison. Cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas parlé et leur relation était plus fragile que jamais. Elle leva les yeux vers lui, les siens emplis d'une colère contenue. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ?» lança-t-elle en désignant Ranger qui aboyait derrière la porte. « Après tout ce que tu as déjà détruit dans nos vies, tu veux encore risquer la tienne pour un chien ?» Les mots frappèrent Bill comme une gifle, mais il garda son calme. Il s'approcha lentement, s'assit à côté d'elle et répondit d'une voix basse mais ferme. « Ce chien est la seule chose qui me donne une raison de continuer. Si je l'abandonne, je m'abandonne moi-même. » Sarah détourna le regard, incapable de répondre. Elle resta silencieuse quelques minutes avant de se lever et de partir sans un mot. Bill la regarda s'éloigner, le cœur lourd, partagé entre douleur et espoir. Peut-être qu'un jour, elle comprendrait. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu bouleversa de nouveau leur quotidien. Emma, la fille de Sarah, âgée de 9 ans, disparut après l'école. La panique gagna immédiatement la ville. Des battues furent organisées, la police déploya ses équipes, mais les heures passaient et aucune trace de l'enfant n'était retrouvée. Bill, terrifié, sentit ses vieux démons remonter à la surface. Mais cette fois, il n'était pas seul. Ranger, comme s'il avait compris la gravité de la situation, se montra étrangement calme, concentré. Lorsque Bill trouva un petit morceau du foulard d'Emma près de la lisière d'un bois, il tendit l'objet à Ranger. Le chien renifla longuement, puis se mit en marche, ses sens en alerte. La traque fut intense. À travers les bois sombres et les sentiers boueux, Bill suivait Ranger qui avançait avec une détermination implacable. Chaque aboiement résonnait comme une promesse. Il la retrouverait. Finalement, après des heures d'angoisse, ils découvrirent Emma, recroquevillée dans une cabane abandonnée, tremblante mais saine et sauve. Lorsqu'elle vit son grand-père et le chien surgir, elle éclata en sanglots et se jeta dans leurs bras. Ranger resta immobile un instant, puis lécha doucement la main de l'enfant, comme pour la rassurer. À cet instant, tout changea. Aux yeux de Sarah, qui arriva peu après, Ranger n'était plus un danger. Il était le héros qui avait sauvé sa fille. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le chien que tout le monde voulait voir euthanasié était devenu celui qui avait retrouvé une enfant disparue. Les journaux locaux changèrent de ton, et même certains voisins hostiles commencèrent à regarder Bill et Ranger avec un peu plus de respect. Mais pour le docteur Whitmore, ce fut la goutte de trop. Convaincu que cette histoire n'était qu'un coup de chance, il lança une nouvelle croisade contre Bill, bien décidé à prouver que Ranger restait une menace. Mais derrière son acharnement se cachait autre chose, une douleur qu'il n'avait jamais révélée, un secret enfoui qui commençait à peser sur ses épaules. C'est Emily qui découvrit la vérité, presque par hasard. Un soir, alors qu'elle consultait de vieux dossiers vétérinaires, elle tomba sur un nom familier. Andrew Whitmore, le neveu du docteur Charles. Le jeune homme avait disparu mystérieusement quelques années plus tôt. Officiellement, il avait fui la ville après une série de problèmes. Mais dans les dossiers, Emily trouva des incohérences. Des rapports médicaux indiquaient des blessures suspectes. Et surtout, un lien avec une vieille affaire classée sans suite. Un chien policier, celui de l'époque de Ranger, avait été accusé à tort d'une morsure. En creusant davantage, Emily comprit que Charles Whitmore avait porté en lui depuis toutes ces années une colère immense, nourrie par la perte de son neveu. Pour lui, les chiens n'étaient pas seulement des animaux, ils étaient les bourreaux qui avaient brisé sa famille. Et c'était cette blessure, non cicatrisée, qui alimentait son obsession de détruire Ranger. Quand Emily révéla cette vérité à Bill, il resta longuement silencieux. Puis il serra les poings. « Alors c'est ça, tout ce cirque. Il ne veut pas sauver la communauté. Il veut se venger. » Emily hocha la tête, consciente du danger que cela représentait. Car un homme brisé est imprévisible. Et un homme respecté, brisé, est encore plus dangereux. Les révélations de la docteure Emily Carter avaient tout changé. Bill comprenait désormais que l'acharnement du docteur Charles Whitmore n'était pas seulement une question de principe ou de sécurité publique.
C'était une vendetta personnelle née d'une douleur familiale jamais cicatrisée. Mais comment prouver cela? Comment expliquer à un tribunal ou même à la communauté que l'homme qu'il voyait comme une autorité intouchable laissait ses blessures guider ses jugements? Bill savait qu'il devait être prudent. Un faux pas, et tout ce qu'il avait reconstruit avec Ranger s'effondrerait. Pendant ce temps, la relation entre Bill et sa petite fille Emma se renforçait. Après l'épisode dramatique de sa disparition, elle avait développé un lien unique avec Ranger. L'enfant, qui jusque-là avait grandi dans une atmosphère tendue entre sa mère et son grand-père, trouvait dans ce chien un compagnon rassurant. Chaque après-midi, elle venait jouer avec lui dans le jardin, lançant des balles qu'il rapportait avec une joie presque enfantine. Le regard de Bill, en observant ces scènes, se réchauffait. Pour la première fois depuis des années, il voyait dans sa famille une lueur d'espoir. Mais derrière ces instants de bonheur, l'ombre de Whitmore planait toujours. Un soir, alors que Bill rangeait des papiers dans son bureau, il entendit un bruit à l'extérieur. Ranger, qui dormait jusque-là paisiblement, se redressa brusquement et se mit à grogner. Bill sortit sur le perron et aperçut une silhouette fuyante disparaître dans la nuit. Lorsqu'il descendit les marches, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une coupure de journal représentant un chien menaçant, accompagné de quelques mots griffonnés. Un jour, il attaquera. Et ce jour-là, tu regretteras. Bill serra les dents. Ce n'était plus seulement une campagne publique, c'était devenu personnel. Le lendemain, il en parla à Emily. Elle fronça les sourcils, inquiète. Ce genre de menace ne doit pas être pris à la légère. Tu devrais prévenir la police. Mais Bill savait que cela ne servirait à rien. Aux yeux de beaucoup, il n'était qu'un vieil homme perturbé, accroché à un chien qui représentait un danger. Les autorités locales, influencées par la réputation de Whitmore, fermeraient probablement les yeux. Non, dit-il d'une voix ferme. Si on veut s'en sortir, il faut révéler la vérité. Montrer ce qu'il cache. Emily acquiesça lentement, consciente que la bataille ne faisait que s'intensifier. Pendant ce temps, Sarah, la fille de Bill, continuait de lutter avec ses propres sentiments. Elle voyait le rapprochement entre son père et Emma et cela ravivait des blessures anciennes. Elle en voulait à son père pour les années perdues, pour son absence, pour ses choix destructeurs, mais elle voyait aussi l'amour sincère qu'il portait désormais à sa petite fille. Elle voyait Ranger, autrefois source de peur, devenir un protecteur. Et malgré elle, son cœur commençait à se fissurer. Un soir, elle vint frapper à la porte de Bill. Ce fut une conversation tendue, ponctuée de silences lourds. « Tu sais, papa, dit-elle finalement, je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches autant à ce chien. Mais je vois ce qu'il t'apporte, et je vois aussi ce qu'il apporte à Emma. Alors peut-être que j'ai eu tort de juger trop vite. » Bill resta silencieux, les yeux humides. C'était peut-être la première fois depuis longtemps qu'il sentait une passerelle se reconstruire entre eux. Mais alors que les tensions familiales commençaient à s'apaiser, la tempête extérieure s'amplifiait. Whitmore, déterminé à reprendre le contrôle de la situation, organisa une conférence publique. Devant un parterre de journalistes et de citoyens, il dressa un portrait terrifiant de Ranger, utilisant des statistiques manipulées et des anecdotes exagérées. Il parle de chiens similaires ayant attaqué des enfants et de vétérans traumatisés incapables de gérer leurs animaux et conclut en appelant à une action immédiate pour protéger la communauté. Le discours fut glaçant et efficace. Les titres des journaux du lendemain étaient sans équivoque. Un danger parmi nous, faut-il attendre un drame pour agir? Bill sentit la pression monter. Mais au lieu de se laisser écraser, il décida de riposter à sa manière. Avec l'aide d'Emily et de quelques anciens camarades vétérans, il organisa une journée communautaire. Le but, montrer à tous qui était vraiment Ranger. Ce jour-là, sous un soleil timide, le parc municipal se remplit de familles, de curieux et aussi de sceptiques. Ranger fut présenté, non pas comme un monstre, mais comme un chien en réhabilitation. Les vétérans présents parlèrent de leur propre combat contre le syndrome post-traumatique, établissant un parallèle puissant entre leur expérience et celle de Ranger. Les enfants jouèrent avec lui, les parents observèrent, certains encore méfiants, d'autres déjà conquis. Peu à peu, une nouvelle image commença à émerger, celle d'un chien courageux, victime de préjugés, et d'un vétéran qui refusait d'abandonner. La journée se termina par un discours de Bill. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'il déclara « Nous avons tous des cicatrices. Certaines sont visibles, d'autres non. Mais ces cicatrices ne font pas de nous des monstres. Elles font de nous des survivants. Ranger et moi, nous ne sommes pas différents de vous.
Nous voulons simplement une chance de vivre, de guérir, et peut-être même de rendre ce monde meilleur. » Les applaudissements qui suivirent ne furent pas unanimes, mais ils furent suffisants pour ébranler la certitude de ceux qui doutaient encore. Whitmore, présent en retrait, observa la scène avec un mélange de colère et de douleur. Derrière son masque d'autorité, ses yeux trahissaient une lutte intérieure qu'il n'arrivait plus à contenir. Cette bataille publique eut des répercussions inattendues. Des journalistes plus indépendants commencèrent à s'intéresser à l'histoire, à poser des questions sur le passé de Whitmore, sur ses motivations réelles. Certains articles fouillèrent dans les archives et découvrirent effectivement des incohérences liées à la disparition d'Andrew Whitmore. Les rumeurs circulèrent vite. Le docteur avait-il manipulé des dossiers ? Avait-il projeté sa douleur personnelle sur ses décisions professionnelles ? L'image immaculée de Whitmore commença à se fissurer. C'est à ce moment que le drame frappa de nouveau. Un soir d'orage, alors que Bill et Emma étaient à la maison, un bruit assourdissant retentit. Une fenêtre éclata en 1000 morceaux. Ranger se précipita en aboyant furieusement. Bill attrapa sa canne et se dirigea vers le salon, où il trouva une brique posée au milieu des éclats de verre. Autour, un mot attaché, « Dernier avertissement ». Le sang de Bill ne fit qu'un tour. Quelqu'un voulait vraiment les effrayer, peut-être même les pousser à fuir. Mais il en fallait plus pour qu'un ancien sergent se rende. Au contraire, cela renforça sa détermination. Il savait désormais que ce combat n'était plus seulement pour lui ou pour Ranger, mais pour Emma, pour Sarah et pour tous ceux qui avaient déjà été brisés par l'injustice. Emily, en apprenant l'incident, insista de nouveau pour prévenir les autorités. Mais Bill, obstiné, décida qu'il devait aller encore plus loin. « Nous allons exposer toute la vérité », dit-il d'une voix ferme. Ce n'est pas seulement une bataille pour sauver un chien, c'est une bataille contre la peur, contre la haine, contre la douleur qui détruit tout sur son passage. Emily le regarda longuement, puis hocha la tête. Elle savait qu'ils allaient au-devant d'un combat plus grand qu'eux, mais elle savait aussi qu'ils n'étaient plus seuls. L'attaque contre la maison de Bill changea tout. Ce n'était plus seulement une guerre d'opinion, ni même un débat juridique. C'était devenu une bataille de survie. Ranger, depuis cette nuit-là, dormit chaque soir près de la porte d'entrée, les oreilles dressées au moindre bruit. Il semblait comprendre qu'il devait protéger non seulement Bill, mais aussi Emma et Sarah qui passaient désormais plus de temps dans la maison familiale malgré leurs hésitations passées. L'atmosphère était lourde, mais une étrange solidarité naissait. Les fractures familiales commençaient à se refermer, cimentées par la peur d'un ennemi commun. Emily, de son côté, continua à creuser dans les archives vétérinaires. Elle découvrit que plusieurs décisions prises par Whitmore au fil des ans étaient entachées d'irrégularités. Des chiens avaient été condamnés sans véritable évaluation, des dossiers avaient disparu et toujours revenait l'ombre du nom d'Andrew Whitmore. En fouillant encore, elle tomba sur un dossier médical d'un adolescent autiste prénommé Tommy Jenkins, qui avait été suivi par Whitmore dans le cadre d'un programme de thérapie assisté par animaux. Le dossier indiquait que Tommy avait été retiré du programme suite à un incident non détaillé. Mais dans les marges du rapport, une annotation gribouillée attirait l'œil d'Emily. Risques similaires à Andrew. Le cœur d'Emily se serra. Elle savait que cela signifiait quelque chose. Mais quoi exactement ? Elle décida d'aller rencontrer la famille de Tommy. La mère, épuisée par des années de solitude et de difficultés, l'accueillit avec méfiance. « Vous voulez encore remuer le passé ?» demanda-t-elle d'un ton las. Emily expliqua doucement qu'elle cherchait à comprendre ce qui s'était réellement passé avec Whitmore. Peu à peu, la femme se laissa convaincre. Elle raconta que Tommy avait adoré le programme au départ. Ranger, à l'époque encore en service, avait été son chien de thérapie attitré, et un lien extraordinaire s'était créé entre eux. Mais un jour, après une séance houleuse, Whitmore avait déclaré que le chien représentait un danger pour l'enfant et avait immédiatement mis fin à leur partenariat. La mère de Tommy, dévastée, n'avait pas osé contredire un vétérinaire aussi respecté. Depuis, son fils s'était refermé sur lui-même, privé de ce compagnon qui lui avait tant apporté. En entendant cela, Emily comprit que Whitmore avait utilisé ses blessures personnelles pour saboter volontairement la relation entre Tommy et Ranger. La douleur d'avoir perdu Andrew l'avait poussée à briser d'autres liens, par peur de revivre le même drame. Lorsqu'elle rapporta ses découvertes à Bill, celui-ci sentit la colère monter en lui. « Cet homme a détruit des vies à cause de sa propre souffrance », gronda-t-il. Et il continue de se cacher derrière son titre et sa réputation. Mais Emily l'arrêta d'un geste. « Si nous voulons que la vérité éclate, il nous faut plus qu'un témoignage. Il nous faut des preuves solides.
C'est alors que le destin leur vint en aide. Une ancienne secrétaire de la clinique de Whitmore, désormais à la retraite, accepta de les rencontrer. Elle avoua qu'elle avait vu le docteur falsifier certains rapports, notamment ceux liés à Andrew et à Tommy. Il disait toujours qu'il fallait protéger les familles des dangers, mais en réalité, il essayait de protéger la sienne, ou plutôt son image. Ces mots résonnèrent comme une bombe. Bill comprit qu'il tenait enfin une arme décisive. Pendant ce temps, Ranger continuait d'évoluer. Son comportement changeait visiblement. Il semblait moins sur la défensive, plus confiant, comme s'il avait compris qu'il avait retrouvé une meute, une famille. Emma, qui passait des heures à ses côtés, en témoignait chaque jour. « Papy, dit-elle un soir en caressant le chien, Ranger n'a pas peur avec moi. C'est comme s'il savait que je suis en sécurité. » Bill sourit, ému. « Peut-être que c'est toi qui le guéris, ma chérie. » Ces instants de douceur contrastaient violemment avec la tempête qui approchait, car Whitmore, sentant son emprise s'effriter, préparait sa contre-attaque. Il lança une nouvelle procédure judiciaire, arguant que la récente attaque contre la maison de Bill prouvait que Ranger attirait la violence et constituait une menace pour le voisinage. L'audience fut fixée quelques semaines plus tard. Bill, Emily et leurs alliés savaient qu'ils devaient frapper fort pour gagner. Ils préparèrent leur dossier avec minutie, rassemblant témoignages, archives et preuves de falsification. Mais ce qui fit la différence, ce fut l'arrivée inattendue de Tommy et de sa mère. Lors de l'audience, le garçon, aujourd'hui adolescent, prit la parole d'une voix hésitante mais ferme. « Ranger était mon ami. Il m'a aidé à parler quand je n'arrivais pas à trouver mes mots. Il ne m'a jamais fait de mal. Le seul mal, c'est quand on me l'a enlevé. » La salle entière fut saisie d'émotion. Les yeux de Bill se brouillèrent. Il savait que ces mots simples portaient plus que tous les discours. Whitmore, acculé, tenta de riposter. Mais cette fois, ses propres contradictions furent mises en lumière. Les articles de presse, les témoignages, les preuves de falsification, tout se retournait contre lui. Le masque tomba peu à peu. Dans un moment de tension extrême, il explosa enfin. « Vous ne comprenez pas ? J'ai perdu Andrew à cause de ces chiens. Je ne pouvais pas laisser cela arriver encore. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le juge observa longuement l'homme brisé devant lui, puis déclara d'une voix solennelle « La douleur ne justifie pas l'injustice. Vous avez laissé vos blessures guider vos décisions, et en chemin, vous avez détruit des vies. » Le verdict fut clair. Ranger était définitivement libéré de toute menace d'euthanasie. Bill obtenait la garde pleine et entière de l'animal, avec l'accord que la docteure Emily Carter continuerait de suivre sa rééducation. Quant à Whitmore, il fut suspendu de ses fonctions et placé sous enquête officielle. La salle d'audience éclata en murmures, certains choqués, d'autres soulagés. Pour Bill, c'était la victoire d'une vie. Mais au fond de lui, il savait que cette victoire portait aussi le goût amer de la tragédie. Car Whitmore, malgré ses fautes, n'était pas un simple monstre. C'était un homme détruit par le deuil, incapable de trouver un chemin vers la guérison. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Bill s'assit sur le perron avec Ranger à ses pieds. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Emma s'endormait à l'intérieur, serrant contre elle un jouet que Ranger lui avait laissé. Sarah préparait un thé dans la cuisine. Et pour la première fois depuis des années, Bill sentit un calme intérieur. Il posa une main sur la tête du chien et murmura « Tu vois, mon vieux, on a réussi. » Ranger leva les yeux vers lui, comme s'il comprenait, et posa sa patte sur la main de Bill. C'était plus qu'un geste, c'était une promesse de loyauté, de guérison et de nouvelles batailles à venir, car même si la guerre contre Whitmore était terminée, une nouvelle mission venait de naître. Inspirée par leur combat, Emily proposa de créer une fondation dédiée à la réhabilitation des chiens traumatisés et à leur mise en relation avec des vétérans souffrant du syndrome post-traumatique. Bill accepta immédiatement. Si notre douleur peut servir à en guérir d'autres, alors ça en vaudra la peine. Ainsi naquit le projet qui allait changer de nombreuses vies, la Harper Foundation for Healing Bonds. La Harper Foundation for Healing Bonds naquit d'abord dans le garage de Bill. Quelques vieilles tables, des dossiers accumulés à la hâte, et surtout l'énergie brûlante d'un homme qui avait enfin trouvé un but. Emily s'occupa des aspects administratifs, Bill contacta ses anciens camarades vétérans et Sarah, bien que d'abord réticente, finit par prêter main forte, encouragée par Emma. La petite ne cessait de répéter que Ranger avait sauvé tout le monde et que d'autres chiens méritaient la même chance. Pour Bill, chaque parole de sa petite fille sonnait comme une mission sacrée.
Très vite, la fondation attira l'attention. Des vétérans brisés, des familles désemparées, des chiens étiquetés comme irrécupérables, mais qui n'étaient en réalité que des âmes blessées. Tous commencèrent à affluer vers ce nouveau sanctuaire. Ranger, malgré ses propres cicatrices, devint l'ambassadeur de ce projet. Lorsqu'il accueillait un nouvel arrivant, son regard calme et sa posture protectrice semblaient dire « Je sais ce que tu ressens, tu n'es pas seul ». Bill observait cette transformation avec une fierté immense. Le chien qu'on voulait condamner était désormais le symbole de la rédemption. Tommy, l'adolescent autiste, trouva aussi sa place dans cette aventure. Lui qui avait été privé de Ranger des années plus tôt, retrouva une lumière dans ses yeux. Il se lia d'amitié avec Emma et ensemble, ils passaient des heures dans l'enclos des chiens. Là où les adultes voyaient des bêtes difficiles, eux percevaient des histoires, des émotions, des secrets que seuls les enfants et les cœurs purs savent entendre. Un jour, alors qu'il caressait un labrador effrayé, Tommy murmura « Ils ont juste besoin qu'on les écoute, comme nous ». Ces mots frappèrent Bill en plein cœur. Oui, tout tournait autour de cela. Écouter, comprendre, ne pas juger trop vite. Mais chaque succès attirait aussi des regards jaloux. Certains vétérinaires de la région, proches de l'ancien docteur Whitmore, critiquaient ouvertement la fondation. Ils affirmaient que c'était dangereux, que mélanger des vétérans traumatisés avec des chiens instables était une bombe à retardement. Des éditoriaux négatifs commencèrent à paraître, accusant Bill et Emily de jouer avec la sécurité publique pour apaiser leurs propres démons. Bill, bien qu'habitué aux critiques, sentait le poids de cette nouvelle bataille. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sarah, autrefois distante, prit la parole lors d'une réunion communautaire. D'une voix ferme, elle déclara « J'ai vu de mes propres yeux ce chien sauver ma fille. J'ai vu mon père renaître grâce à lui. Cette fondation ne met pas des vies en danger, elle en sauve. » Les applaudissements furent de nourris. Pour Bill, c'était la plus belle victoire, voir sa fille devenir son alliée. Au fil des mois, la fondation gagna en crédibilité. Des dons affluèrent, des partenariats se nouèrent et bientôt, un local plus grand fut acquis en périphérie de la ville. Là, un véritable centre de réhabilitation vit le jour. Des enclos spacieux, une salle de thérapie pour les vétérans et un espace dédié aux enfants en difficulté. Chaque mur respirait l'espoir. Sur la façade, une plaque portait l'inscription « Où les cicatrices deviennent des forces ». C'était la devise choisie par Emma, fière de contribuer à son échelle. Ranger, malgré son âge qui commençait à se faire sentir, continuait d'être au cœur du projet. Mais Bill voyait bien qu'il se fatiguait plus vite, que ses pas étaient un peu moins vifs. Un soir, assis à côté de lui, il lui parla comme à un frère d'armes. « Tu as fait plus que ta part, mon vieux. Si un jour tu veux te reposer, sache que tu as déjà changé ce monde. » Ranger posa simplement sa tête sur la jambe de Bill, comme pour lui répondre qu'il resterait jusqu'au bout. Ce geste simple fit monter les larmes aux yeux du vétéran. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Bill s'assit sur le perron avec Ranger à ses pieds. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Emma s'endormait à l'intérieur, serrant contre elle un jouet que Ranger lui avait laissé. Sarah préparait un thé dans la cuisine. Et pour la première fois depuis des années, Bill sentit un calme intérieur. Il posa une main sur la tête du chien et murmura « Tu vois, mon vieux, on a réussi. » Ranger leva les yeux vers lui, comme s'il comprenait, et posa sa patte sur la main de Bill. C'était plus qu'un geste, c'était une promesse de loyauté, de guérison et de nouvelles batailles à venir. Car même si la guerre contre Whitmore était terminée, une nouvelle mission venait de naître. Inspirée par leur combat, Emily proposa de créer une fondation dédiée à la réhabilitation des chiens traumatisés et à leur mise en relation avec des vétérans souffrant du syndrome post-traumatique. Bill accepta immédiatement. Si notre douleur peut servir à en guérir d'autres, alors ça en vaudra la peine. Ainsi naquit le projet qui allait changer de nombreuses vies. La Harper Foundation for Healing Bonds. La Harper Foundation for Healing Bonds naquit d'abord dans le garage de Bill. Quelques vieilles hommes tables, des dossiers accumulés à la hâte, et surtout l'énergie brûlante d'un homme qui avait enfin trouvé un but. Emily s'occupa des aspects administratifs. Bill contacta ses anciens camarades vétérans et Sarah, bien que d'abord réticente, finit par prêter main forte, encouragée par Emma. La petite ne cessait de répéter que Ranger avait sauvé tout le monde et que d'autres chiens méritaient la même chance. Pour Bill, chaque parole de sa petite fille sonnait comme une mission sacrée.
Très vite, la fondation attira l'attention. Des vétérans brisés, des familles désemparées, des chiens étiquetés comme irrécupérables, mais qui n'étaient en réalité que des âmes blessées. Tous commencèrent à affluer vers ce nouveau sanctuaire. Ranger, malgré ses propres cicatrices, devint l'ambassadeur de ce projet. Lorsqu'il accueillait un nouvel arrivant, son regard calme et sa posture protectrice semblaient dire « Je sais ce que tu ressens, tu n'es pas seul ». Bill observait cette transformation avec une fierté immense. Le chien qu'on voulait condamner était désormais le symbole de la rédemption. Tommy, l'adolescent autiste, trouva aussi sa place dans cette aventure. Lui qui avait été privé de Ranger des années plus tôt, retrouva une lumière dans ses yeux. Il se lia d'amitié avec Emma et ensemble, ils passaient des heures dans l'enclos des chiens. Là où les adultes voyaient des bêtes difficiles, eux percevaient des histoires, des émotions, des secrets que seuls les enfants et les cœurs purs savent entendre. Un jour, alors qu'il caressait un labrador effrayé, Tommy murmura « Ils ont juste besoin qu'on les écoute, comme nous ». Ces mots frappèrent Bill en plein cœur. Oui, tout tournait autour de cela. Écouter, comprendre, ne pas juger trop vite, mais chaque succès attirait aussi des regards jaloux. Certains vétérinaires de la région, proches de l'ancien docteur Whitmore, critiquaient ouvertement la fondation. Ils affirmaient que c'était dangereux, que mélanger des vétérans traumatisés avec des chiens instables était une bombe à retardement. Des éditoriaux négatifs commencèrent à paraître, accusant Bill et Emily de jouer avec la sécurité publique pour apaiser leurs propres démons. Bill, bien qu'habitué aux critiques, sentait le poids de cette nouvelle bataille. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sarah, autrefois distante, prit la parole lors d'une réunion communautaire. D'une voix ferme, elle déclara « J'ai vu de mes propres yeux ce chien sauver ma fille. J'ai vu mon père renaître grâce à lui. Cette fondation ne met pas des vies en danger, elle en sauve. » Les applaudissements furent nourris. Pour Bill, c'était la plus belle victoire, voir sa fille devenir son allié. Au fil des mois, la fondation gagna en crédibilité. Des dons affluèrent, des partenariats se nouèrent, et bientôt, un local plus grand fut acquis en périphérie de la ville. Là, un véritable centre de réhabilitation vit le jour. Des enclos spacieux, une salle de thérapie pour les vétérans et un espace dédié aux enfants en difficulté. Chaque mur respirait l'espoir. Sur la façade, une plaque portait l'inscription « Où les cicatrices deviennent des forces ». C'était la devise choisie par Emma, fière de contribuer à son échelle. Ranger, malgré son âge qui commençait à se faire sentir, continuait d'être au cœur du projet. Mais Bill voyait bien qu'il se fatiguait plus vite, que ses pas étaient un peu moins vifs. Un soir, assis à côté de lui, il lui parla comme à un frère d'armes. « Tu as fait plus que ta part, mon vieux. Si un jour tu veux te reposer, sache que tu as déjà changé ce monde. » Ranger posa simplement sa tête sur la jambe de Bill, comme pour lui répondre qu'il resterait jusqu'au bout. Ce geste simple fit monter les larmes aux yeux du vétéran. Un soir, lors d'un dîner improvisé dans la cuisine de Bill, Sarah osa aborder un sujet délicat. « Papa, tu sais que ça te dépasse maintenant. Tu ne pourras pas toujours tout gérer. Ranger vieillit, toi aussi. Il faut penser à l'avenir. » Les mots, bien que pleins de vérité, piquèrent de Bill au vif. Il resta silencieux un long moment, fixant la tasse de café fumant entre ses mains. Puis il hocha la tête. « Tu as raison, mais je veux que ce soit toi, Emily, et même Emma et Tommy qui portiez ça. Pas des étrangers. » Sarah fut surprise, touchée par cette confiance retrouvée. Elle comprit que son père ne voyait plus en elle la fille en colère qu'il avait perdue, mais une alliée, une héritière de son combat. Pendant ce temps, la santé de Ranger devint un sujet d'inquiétude. Bien qu'encore robuste, il avait déjà franchi la barre des 10 ans. Son souffle se faisait parfois court après de longues journées et ses pattes montraient des signes de fatigue. Bill observait cela avec une inquiétude silencieuse. Chaque soir, il restait un peu plus longtemps assis à ses côtés, comme pour graver dans sa mémoire chaque instant. Il savait que le temps était un ennemi qu'aucune bataille ne pouvait repousser éternellement. Mais il refusait de laisser la peur ternir le présent. Ranger était encore là, et tant qu'il respirerait, il continuerait à inspirer. La fondation prit bientôt une ampleur nationale. Des antennes commencèrent à s'ouvrir dans d'autres États, guidées par des vétérans formés à la méthode Harper Carter. Le modèle était simple mais révolutionnaire, mettre en contact des chiens jugés irrécupérables avec des humains qui se considéraient eux-mêmes comme perdus. De ces rencontres naissaient des miracles. Un vétéran atteint de stress post-traumatique sévère retrouva le sommeil grâce à un malinois rejeté pour son hyperactivité.
Un enfant autiste, incapable de parler à ses enseignants, prononça ses premiers mots en présence d'une chienne husky traumatisée par la maltraitance. Chaque histoire alimentait la légende de la fondation. Chaque réussite renforçait l'idée que les cicatrices, loin d'être une faiblesse, pouvaient devenir une force. Un jour, Bill fut invité à témoigner devant le Congrès à Washington. Au départ, il refusa. « Moi, la politique? Jamais !» Mais Sarah insista, et Emily finit par le convaincre. « Ce n'est pas de politique qu'il s'agit, Bill. C'est de donner une voix à tous ceux qu'on réduit au silence. » Finalement, il accepta. Le jour venu, vêtu de son uniforme usé, mais impeccable, il se présenta devant les représentants. Sa jambe artificielle claquait légèrement à chaque pas, mais il avançait avec la dignité d'un soldat. Son discours, simple et sans artifice, marqua les esprits. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu vous parler de chiffres. Je suis venu vous parler de cicatrices. Les miennes, celles de mes frères d'armes, celles de nos chiens. Ces cicatrices ne sont pas des condamnations, elles sont des rappels. Des rappels que nous avons survécu et que nous avons encore quelque chose à offrir. Tout ce que je demande, c'est qu'on donne une chance à ceux qu'on rejette trop vite. » L'ovation fut spontanée. Plusieurs élus vinrent le saluer, certains promettant un soutien législatif pour développer des programmes inspirés de la Fondation. Pour Bill, ce fut un moment irréel. Lui qui avait passé des années à se noyer dans l'alcool et la solitude, se retrouvait désormais à influencer le pays. Mais au fond de lui, il savait que le vrai héros n'était pas lui. C'était Ranger resté à l'hôtel ce jour-là, trop fatigué pour le voyage. En rentrant, Bill s'agenouilla auprès de son compagnon qui l'accueillit d'un léger aboiement et d'un regard brillant. « Tout ça, c'est grâce à toi, mon vieux », murmura-t-il en l'enlaçant. Ranger, comme toujours, ne répondit pas avec des mots, mais son silence valait toutes les réponses du monde. Mais alors que la Fondation atteignait des sommets, un nouveau défi inattendu apparut. Certains médias, sceptiques, commencèrent à fouiller dans le passé de Bill, cherchant des failles. Ils publièrent des articles sur ses années d'alcoolisme, sur ses crises de violence, sur les tensions avec Sarah. Certains insinuèrent même que Ranger avait peut-être été plus dangereux qu'on ne le disait, que l'histoire avait été enjolivée pour servir une cause. Bill fut profondément blessé. Tout ce qu'il avait construit pouvait s'effondrer sous le poids de ses doutes. C'est alors qu'Emma, sans le savoir, changea encore une fois la donne. Elle posta une simple vidéo filmée avec son téléphone. On y voyait Ranger allongé à côté d'elle alors qu'elle lisait un livre à voix haute. À un moment, elle s'arrêta, leva les yeux vers la caméra et dit « On peut dire ce qu'on veut, mais moi je sais qu'il m'a sauvé. Et je sais qu'il a sauvé mon papy. » La vidéo devint virale en quelques heures. Des millions de vues, des milliers de commentaires de soutien. Face à la sincérité d'une enfant, toutes les rumeurs s'effondrèrent. Bill comprit alors que la vérité ne se défendait pas toujours dans les tribunaux ni dans les journaux. Parfois, elle brillait simplement dans la bouche d'une petite fille. Ranger vieillissait et chacun le voyait, ses pas se faisaient plus lents, ses siestes plus longues. Sa respiration, autrefois puissante, se transformait parfois en souffle court après une simple promenade. Mais même affaibli par l'âge, il conservait cette aura qui imposait respect et admiration. Les vétérans nouvellement arrivés au centre le regardaient comme on regarde une légende vivante. Emma, elle, refusait d'imaginer un monde sans lui. Chaque soir, elle s'endormait en glissant sa main dans sa fourrure, comme pour s'assurer qu'il serait encore là au réveil. Bill, lui, sentait l'ombre du temps peser sur son cœur. Assis tard le soir sur le perron, il observait Ranger fixant l'horizon comme s'il contemplait quelque chose qu'aucun humain ne pouvait voir. « Tu sais, mon vieux, murmurait-il souvent, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de te perdre. » Ranger, fidèle à son silence, posait alors sa tête sur la jambe de Bill, comme pour lui rappeler que la peur était inutile. Ils avaient déjà vaincu tant de batailles ensemble. Celle du temps, ils la mèneraient aussi, côte à côte. La Fondation, quant à elle, continuait de grandir. Elle dépassait désormais les frontières de leur État. Des documentaires furent de tournée, des conférences internationales invitaient Emily et Bill. Mais partout, une même question revenait. Que se passerait-il après Ranger? La simple idée glaçait Bill. Comment pouvait-on imaginer ce centre sans lui, sans sa présence, sans son histoire? Pourtant, il savait qu'il fallait s'y préparer. Emily l'encourageait doucement à envisager l'avenir. Ranger n'est pas éternel, Bill, mais son héritage, lui, peut l'être. Et c'est à nous de le faire vivre. C'est Emma qui apporta, sans le vouloir, la solution. Un après-midi, alors qu'elle jouait dans l'enclos avec Tommy, un jeune berger allemand au pelage clair s'approcha d'elle.
C'était un chien récemment sauvé d'un refuge où il avait été abandonné pour hyperactivité incontrôlable. Il s'appelait Scoot. Emma éclata de rire en voyant le chien bondir maladroitement autour d'elle et sans hésiter, elle l'enlaça. Ranger, allongé non loin, observa la scène avec calme. Bill, surpris, vit alors quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Ranger ne montrait aucune jalousie, aucune inquiétude. Au contraire, son regard semblait dire qu'il approuvait, comme s'il passait le flambeau. Peu à peu, Scoot devint l'ombre d'Emma et parfois même celle de Ranger. Le vieux chien l'acceptait sans difficulté, comme un mentor patient. Bill comprit alors que le moment était venu de préparer la relève. « Tu vois, mon vieux, dit-il un soir en caressant Ranger, tu as trouvé ton successeur. Pas pour te remplacer parce que personne ne le pourra jamais, mais pour continuer ton œuvre. » Ranger ferma les yeux, paisible, comme s'il acceptait ce rôle de passeur. Sarah, de son côté, observait avec une émotion nouvelle l'évolution de sa fille et de son père. Elle se souvenait encore du jour où elle avait accusé Bill d'avoir tout détruit, de l'avoir choisi en dernier, après la guerre, après l'alcool, après ses fantômes. Mais désormais, elle voyait un autre homme. Un père qui avait reconstruit, pierre après pierre, une relation brisée. Un grand-père aimant, prêt à tout pour protéger Emma. Un leader respecté, porteur d'un projet qui changeait des vies. Un soir, elle prit enfin son courage à deux mains. « Papa, dit-elle doucement, je n'ai jamais pensé que je pourrais dire ça, mais je suis fière de toi. » Bill, surpris, sentit sa gorge se nouer. Il posa sa main sur celle de sa fille, incapable de répondre par des mots. Parfois, le silence disait tout. Les années passèrent et Ranger continua de participer, tant qu'il le pouvait, aux activités de la fondation. Mais ses forces déclinaient. Un matin, il ne parvint pas à se lever. Bill, inquiet, le porta jusqu'à son panier, ses mains tremblantes malgré sa force de vétéran. Emily vint immédiatement. Elle ausculta Ranger longuement, puis leva les yeux vers Bill avec douceur. « Il est fatigué, Bill. Très fatigué. Mais il ne souffre pas. Pas encore. » Bill acquiesça, la gorge serrée. Il savait que le moment approchait, ce moment qu'aucun soldat, aussi endurci soit-il, ne pouvait affronter sans douleur. Pourtant, même affaibli, Ranger resta fidèle à sa mission. Le jour où un vétéran nouvellement arrivé, un certain Marcus, fit une crise de panique en pleine séance, ce fut Ranger clopinant qui s'approcha de lui. Le chien posa sa tête sur les genoux de l'homme en détresse, le forçant à se concentrer sur cette chaleur vivante plutôt que sur ses souvenirs douloureux. Marcus, en larmes, s'accrocha à lui comme à une bouée. Et Bill, témoin de cette scène, comprit que même à bout de force, Ranger continuait d'être un guérisseur. Ce fut à la fois un réconfort et une déchirure. Le vieux soldat canin donnerait tout jusqu'à la fin. La nouvelle de l'état de Ranger se répandit vite dans la communauté. Des lettres affluèrent, des dessins d'enfants, des témoignages de vétérans qui l'avaient aidé. Le centre fut submergé d'amour. Un journaliste proposa de filmer ses derniers jours, mais Bill refusa catégoriquement. « Ce n'est pas un spectacle, dit-il sèchement. C'est sa vie, sa dignité. » À la place, il demanda à Emma et Tommy de préparer quelque chose de spécial. Les enfants organisèrent une journée entière consacrée à Ranger. Des jeux, des histoires racontées autour de lui, des photos affichées retraçant son parcours. Ce fut une célébration de sa vie, pas une anticipation de sa mort. Ranger, bien qu'épuisé, sembla comprendre. Il resta au milieu, entouré d'amour, ses yeux brillants reflétant encore cette lueur de fierté. Le soir venu, après cette longue journée, Bill s'assit près de lui. « Tu sais, mon frère, murmura-t-il, je pensais que je t'avais sauvé ce jour au cimetière. Mais c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as donné une famille, un but, une seconde chance. » Ranger posa une dernière fois sa patte sur la main de Bill. Et dans ce geste, il y avait tout. La reconnaissance, l'amitié, la loyauté éternelle. La santé de Ranger déclinait jour après jour. Bill s'en rendait compte à chaque réveil, à chaque repas, à chaque regard échangé. Le vieux berger allemand ne mangeait plus avec la même vigueur, ses pas étaient hésitants, et ses nuits ponctuées de longs soupirs. Pourtant, son regard demeurait clair, comme s'il voulait dire « Je suis encore là, mais prépare-toi ». Bill passait des heures à ses côtés, incapable d'imaginer la maison, le centre, ou même sa propre vie sans cette présence fidèle. Un matin, alors que le soleil peinait à percer la brume, Ranger resta immobile dans son panier, trop faible pour se lever. Emma, en voyant cela, courut vers lui, les larmes aux yeux. « Papy, il ne bouge plus !» cria-t-elle paniquée. Bill s'agenouilla aussitôt, caressant doucement la fourrure devenue plus terne. Ranger leva faiblement la tête, posa ses yeux sur l'enfant, puis sur Bill. Il ne demandait pas de l'aide, il disait simplement adieu, à sa manière.
Emily arriva rapidement après l'appel de Bill. Elle examina Ranger avec la douceur d'une amie, pas seulement d'une vétérinaire. Puis, elle se tourna vers Bill, la voix tremblante. « C'est le moment, Bill. Il s'accroche pour toi, mais il est fatigué. Tu dois le laisser partir. » Ces mots frappèrent Bill comme une balle. Comment pouvait-il laisser partir celui qui avait tout changé? Il secoua la tête, refusant la réalité. Mais Ranger, lui, semblait déjà prêt. La famille Evo se réunit autour de lui. Sarah prit la main de son père, tandis qu'Emma serrait la patte de Ranger contre elle. Tommy, silencieux, déposa près du chien un dessin représentant Ranger au milieu d'étoiles, entouré d'enfants et de vétérans souriants. Ce fut un moment suspendu, presque irréel. Emily administra l'injection et Ranger, dans un souffle paisible, ferma les yeux pour la dernière fois. La maison tout entière sembla s'effondrer dans un silence écrasant. Bill, le cœur brisé, resta longtemps assis près du corps immobile de son compagnon. Les souvenirs défilaient comme des éclats de film. Leur rencontre au cimetière, les nuits de doute, la victoire au tribunal, la disparition d'Emma, la création de la fondation, tout était lié à ce chien. Sans lui, rien n'aurait d'exister. « Merci mon frère », murmura-t-il enfin, la voix brisée. « Tu m'as donné une seconde vie. » Les jours qui suivirent furent d'une lourdeur infinie. La nouvelle de la mort de Ranger se répandit rapidement. Des centaines de messages affluèrent, lettres de vétérans qui l'avaient aidé, dessins d'enfants, témoignages d'inconnus touchés par son histoire. Le centre fut recouvert de fleurs, de photos et de bougies. Une veillée fut organisée rassemblant toute la communauté. Bill, bien qu'accablé, trouva un étrange réconfort dans cette vague d'amour. Ranger n'était pas parti pour disparaître. Il était devenu un symbole éternel. Lors de la cérémonie, Bill prit la parole. Sa voix était rauque mais déterminée. Ranger n'était pas un chien dangereux. Il n'était pas non plus un héros parfait. Il était comme nous, brisé, effrayé, marqué par son passé. Mais il a choisi de continuer, de protéger, d'aimer. Et en faisant cela, il nous a appris que nos cicatrices ne sont pas des chaînes, mais des preuves de notre force. Ranger n'est pas mort. Il vit dans chaque vétéran qui se relève, dans chaque enfant qui sourit à un chien qu'on croyait perdu. Son héritage, c'est nous. Les larmes coulaient sur les visages, mais les applaudissements fusèrent, puissants, comme une promesse collective. Après la cérémonie, un espace fut inauguré au cœur de la fondation, le Rangers Garden. Un jardin paisible parsemé de pierres gravées au nom des chiens et des vétérans partis trop tôt. Au centre, une statue de bronze représentait Ranger majestueux, assis avec le regard tourné vers l'horizon. Emma, main dans la main avec sa mère, posa la première fleur au pied de la statue. « Il sera toujours là », dit-elle doucement. Bill, derrière elle, sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Ce n'était plus seulement son chien, c'était un gardien pour tous. Le départ de Ranger aurait pu marquer la fin d'une époque, mais au contraire, il donna une nouvelle force à la fondation. Les médias relayèrent de son histoire une dernière fois, à une échelle mondiale cette fois. Des dons affluèrent de tous les continents et des centres s'ouvrirent jusqu'au Canada, en Europe et même en Australie. Chaque centre arborait le même slogan gravé à l'entrée, où les cicatrices deviennent des forces. Et partout, des vétérans et des chiens retrouvaient d'espoir. Bill, bien que toujours marqué par la douleur, trouva dans cette expansion une raison de continuer. Il se rendit dans chaque nouveau centre inauguré, racontant encore et encore l'histoire de Ranger. Chaque récit était une plaie et une guérison à la fois. À chaque discours, il terminait de la même façon. N'oubliez jamais, il n'existe pas d'âmes irrécupérables, seulement des âmes qui attendent qu'on leur tende la main. Emma, en grandissant, devint la véritable héritière de cet héritage. À l'école, elle parlait souvent de Ranger, racontant son histoire à ses camarades. Un jour, lors d'un exposé, elle conclut en disant « Ranger n'était pas qu'un chien, il était un professeur. Il m'a appris que même quand on a peur, on peut être courageux. » Ses enseignants furent de bouleversés et certains vinrent ensuite visiter la fondation, découvrant à leur tour la magie du lieu. Quant à Tommy, il trouva dans ce centre une vocation. Lui qui avait été un enfant timide et marginalisé, devint un jeune adulte déterminé à aider ceux qui, comme lui, avaient été incompris. Il suivit une formation en comportement animalier, guidée par Emily, et devint officiellement l'un des encadrants du programme. Son histoire personnelle, étroitement liée à Ranger, inspirait les nouveaux arrivants. « Je sais ce que c'est de se sentir cassé », disait-il souvent, « mais je sais aussi que ça ne définit pas qui vous êtes. » Pour Bill, voir ces jeunes porter l'héritage de Ranger était une consolation. Il savait que,
Même si son propre temps s'amenuisait, l'œuvre continuerait. Le soir, assis dans le jardin dédié à son chien, il parlait encore à la statue de bronze, comme s'il était vivant. « Tu serais fier d'eux, mon vieux. Ils font mieux que moi. Ils font vivre ton histoire. » Et dans le silence du vent caressant les feuilles, il croyait presque entendre un aboiement lointain comme une réponse. Les années passèrent, et la fondation grandit au-delà de tout ce que Bill aurait pu imaginer. Ce qui avait commencé dans un garage délabré était devenu un réseau international, un mouvement reconnu dans le monde entier. Chaque centre portait dans son ADN l'histoire de Ranger, celle d'un chien qu'on croyait perdu, mais qui avait révélé au contraire la puissance de la guérison et du lien entre les âmes blessées. Bill, lui, vieillissait. Ses cheveux, autrefois bruns et épars, étaient désormais d'un blanc pur. Sa démarche, ralentie par la fatigue, s'appuyait lourdement sur sa canne. Pourtant, ses yeux conservaient cette flamme qui ne s'était jamais éteinte depuis le jour où il avait rencontré Ranger au cimetière. Il savait que sa mission approchait de son terme, mais il trouvait une paix nouvelle dans la certitude que la relève était assurée. Emma, désormais adolescente, s'était imposée comme une figure centrale de la fondation. À seulement 16 ans, elle parlait lors de conférences avec une assurance qui impressionnait même les vétérans les plus aguerris. Sa jeunesse, mêlée à une maturité forgée par l'histoire de sa famille, captivait les foules. Quand elle parlait de Ranger, ses mots étaient simples mais puissants. Il m'a appris que la peur ne disparaît jamais vraiment. Mais on peut apprendre à marcher avec elle, à l'apprivoiser. Chaque fois, l'auditoire restait suspendu à ses lèvres, comme si l'esprit de Ranger s'exprimait encore à travers elle. Tommy, lui, avait trouvé sa vocation. À 20 ans, il était devenu un expert respecté en comportement animalier. Son parcours personnel donnait une crédibilité unique à son approche. Il n'enseignait pas seulement des techniques, il partageait une expérience intime de la guérison mutuelle. Dans chaque chien qu'il rencontrait, il voyait une part de lui-même, et cette sensibilité faisait de lui un guide exceptionnel. Les vétérans l'écoutaient avec respect, impressionnés par la sagesse d'un jeune homme qui avait traversé tant d'épreuves. Sarah, qui avait longtemps été l'ombre sceptique dans l'histoire de Bill, avait elle aussi trouvé sa place. Elle gérait désormais la partie administrative et financière de la fondation, s'assurant que l'organisation ne perde jamais de vue ses valeurs malgré sa croissance. Elle avait appris à transformer sa colère passée en énergie constructive. Et Bill la regardait avec une fierté silencieuse. « Tu es devenue ce que ta mère aurait voulu que tu sois », murmura-t-il un jour, forte, juste et pleine d'amour. Sarah baissa les yeux, émue, consciente que ce compliment était bien plus qu'une reconnaissance. C'était une réconciliation définitive. Pour Bill, le passage de flambeau se fit naturellement. Il assistait de moins en moins aux réunions, laissant Sarah, Emma et Tommy prendre la parole. Mais il restait toujours présent, assis dans un coin, observant avec fierté. Chaque fois que l'un d'eux parlait, il voyait dans leurs mots l'écho de Ranger. Le vieux soldat savait alors que son compagnon n'était jamais vraiment parti. Un soir d'hiver, après une longue journée au centre, Bill retourna dans le jardin dédié à Ranger. La statue de bronze brillait sous la lueur des lampadaires et la neige commençait à recouvrir les fleurs laissées par les visiteurs. Il s'assit lentement sur le banc, face à la statue, et parla à voix basse, comme il le faisait souvent. « Tu sais, mon frère, je crois que je peux enfin me reposer. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils ont appris de toi, et ils savent comment continuer. » Ces mots se perdirent dans l'air glacé, mais dans son cœur, il sentit une chaleur apaisante. Quelques semaines plus tard, Bill fut hospitalisé après un malaise. Son corps fatigué ne répondait plus comme avant. Emma et Sarah restèrent à son chevet, tandis que Tommy organisait les activités de la fondation en son absence. Bill, affaibli, tenait encore à plaisanter avec eux. Ne laissez pas ce centre devenir une machine bureaucratique. Rappelez-vous toujours pourquoi on a commencé. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, pour Ranger, pour ceux qu'on croyait irrécupérables. Ses proches hochèrent la tête, les larmes aux yeux, promettant de rester fidèles à cet héritage. Une nuit, alors que le silence régnait dans la chambre d'hôpital, Bill eut un rêve. Il se retrouva dans un vaste champ, baigné de lumière. Au loin, il aperçut une silhouette familière, Ranger courant vers lui, jeune et vigoureux, comme au premier jour. Bill, ému, se mit à courir lui aussi, oubliant sa jambe artificielle, oubliant ses douleurs. Quand ils se retrouvèrent enfin, le chien bondit sur lui et lécha son visage, comme pour dire que l'attente était terminée. Bill se réveilla avec un sourire paisible. Il savait que son heure approchait, mais il n'avait plus peur.
Quand il s'éteignit quelques jours plus tard, ce fut entouré de sa famille. Sarah tenait sa main, Emma lui murmurait des mots d'amour et dans son autre main, il serrait une vieille médaille militaire qu'il n'avait jamais sortie de son tiroir depuis des années. Ses derniers mots furent simples. « Dites à tout le monde qu'il faut continuer, pour lui, pour Ranger. » Puis son souffle s'éteignit, calme, presque reconnaissant. La nouvelle de sa mort fit le tour du pays. Les hommages affluèrent, des vétérans et des familles témoignèrent de ce qu'il avait accompli. Mais plus que tout, c'était le nom de Ranger qui revenait dans chaque discours. On parlait de Bill comme d'un homme qui avait porté le flambeau, mais de Ranger comme de celui qui avait allumé la flamme. La fondation organisa une cérémonie grandiose, réunissant des milliers de personnes. Sur l'estrade, Emma prit la parole, sa voix claire, résonnant dans le silence respectueux. « Mon papy m'a appris que personne n'est perdu pour toujours, que nos blessures peuvent devenir notre force, et Ranger nous a montré le chemin. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle mission. » La foule éclata en applaudissements, certains en larmes, d'autres levant leurs poings en signe de respect. À ce moment-là, Emma devint l'héritière officielle de l'héritage Harper. Avec Tommy et Sarah à ses côtés, elle jura de faire de la fondation non seulement un lieu de guérison, mais un mouvement mondial pour la dignité de tous ceux que la société rejette. Dans les années qui suivirent, la Harper Foundation for Healing Bonds s'étendit sur tous les continents. Des centres furent ouverts en Europe, en Afrique, en Asie. Des programmes éducatifs furent intégrés dans des écoles et même l'armée américaine s'inspira de leur modèle pour réhabiliter ses propres vétérans. Chaque nouveau centre arborait la statue de Ranger à son entrée, rappelant aux visiteurs que tout avait commencé avec un chien brisé et un soldat perdu. Et dans chaque inauguration, dans chaque discours, dans chaque sourire retrouvé, l'esprit de Bill et de Ranger continuait de vivre. Les années passèrent et la fondation devint plus qu'une organisation, elle devint un mouvement mondial, un symbole d'espoir pour des milliers de vétérans et de familles. Dans chaque pays où un centre ouvrait ses portes, une statue de bronze représentant Ranger trônait fièrement à l'entrée, toujours tournée vers l'horizon, comme un gardien éternel. Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant ces statues, déposant des fleurs, des médailles, ou simplement une main posée sur le métal froid, comme pour chercher un peu de sa force. Emma, devenue jeune adulte, prit officiellement la direction de la fondation. Elle avait hérité de la douceur de sa mère et de la détermination de son grand-père. Son discours inaugural en tant que présidente marqua les esprits dans le monde entier. Ce que nous faisons ici n'a jamais concerné seulement les chiens, ni seulement les vétérans. Cela concerne l'humanité tout entière. Nous avons tous en nous des cicatrices, mais nous avons aussi tous la capacité de les transformer en force. Ranger et mon grand-père nous l'ont montré. À nous de continuer. Son visage rayonnait de conviction. Et les applaudissements furent si puissants que certains journalistes parlèrent d'un moment historique. Tommy, désormais adulte et reconnu pour son expertise, devint la figure scientifique du mouvement. Il mit en place des programmes de recherche démontrant l'impact réel des liens homme-animal sur la guérison psychologique. Ces publications firent autorité dans le monde médical, donnant à la fondation une crédibilité académique qui la propulsa encore plus loin. Mais, au-delà des chiffres, et des études, ce qui touchait le plus était toujours son témoignage personnel. Lors d'un congrès à Genève, il déclara « J'étais un enfant qu'on croyait perdu. Ranger m'a appris que je n'étais pas cassé. J'étais simplement en attente de quelqu'un qui me comprenne. Aujourd'hui, je consacre ma vie à être cette personne pour d'autres. » La salle entière se leva pour l'applaudir, certains en larmes. Sarah, elle, trouva enfin une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Après avoir porté pendant des années le poids de sa colère envers son père, elle devint la gardienne de son héritage. Elle s'assura que la fondation ne se perde jamais dans les pièges du pouvoir ou de l'argent. Dans chaque décision importante, elle répétait « Que ferait papa ? Que dirait Ranger ?» Sa vigilance maintint la pureté du projet. Au fil du temps, la légende de Bill et de Ranger se transforma en une histoire racontée dans les écoles, dans les familles, dans les armées. Des livres furent écrits, des films produits, mais aucun ne parvenait à capturer entièrement l'essence de ce lien unique. Car ce n'était pas seulement une histoire d'un homme et de son chien. C'était une parabole universelle sur la rédemption, sur la guérison et sur la puissance des secondes chances. Un jour, des années après la mort de Bill, Emma revint seule au Rangers Garden. Elle marcha lentement jusqu'à la statue de bronze, désormais patinée par le temps et les intempéries. Elle s'assit sur le banc,
où son grand-père aimait méditer et resta silencieuse un long moment. Puis elle parla, comme il le faisait autrefois. « Papy Ranger, on a tenu notre promesse. On n'a jamais abandonné et on n'abandonnera jamais. Votre histoire vit en nous et elle vivra encore longtemps après moi. » Le vent souffla doucement entre les arbres comme une réponse invisible. Plus tard, Emma raconta cette visite à ses enfants. Oui, elle avait eu des enfants et elle leur transmit l'histoire de leur arrière-grand-père et de son chien. Le soir, avant de dormir, il réclamait souvent « Maman, raconte encore l'histoire de Ranger ». Et elle la racontait encore et encore, avec le même frisson à chaque fois. Elle savait que tant que l'histoire serait racontée, ni Bill, ni Ranger ne disparaîtraient vraiment. La fondation devint une institution mondiale. On l'étudiait dans les universités, on la citait dans les programmes gouvernementaux, et des milliers de vies étaient transformées chaque année grâce à ce modèle né d'une rencontre improbable dans un cimetière. Mais au cœur de tout, le message restait le même, simple et universel. Aucune âme n'est irrécupérable. Lors du 50e anniversaire de la Fondation, une immense cérémonie rassembla des représentants de plus de 50 pays. Des vétérans, des enfants de des familles et des chiens venus du monde entier se réunirent dans une atmosphère d'émotion indescriptible. Au centre de la scène, une torche fut allumée en mémoire de Bill et de Ranger. Emma, les cheveux argentés mais les yeux toujours aussi brillants, prit la parole devant une foule immense. Ils nous ont montré la voie, à nous de continuer à marcher ensemble, main dans la pâte. La torche fut transmise symboliquement de main en main traversant la foule, comme un feu sacré que chacun s'engageait à porter. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, un vétéran murmura à son chien en caressant sa tête « Tu vois, mon vieux, on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. » Et dans le silence de la nuit, on aurait juré entendre, porté par le vent, un aboiement lointain, comme si Ranger quelque part veillait encore, car les légendes ne meurent de jamais vraiment. Elles deviennent des flambeaux que l'on transmet génération après génération. Et l'histoire de Bill Harper et de son chien Ranger continua de briller, éternelle, rappelant au monde que la guérison est toujours possible, que la loyauté est indestructible, et que l'amour peut, même au milieu des ruines, reconstruire des empires de lumière.